Bienvenue dans Comment Flow, le podcast sur le sujet de la posture d'expert en ligne. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale. On va parler d'autorité. On va parler de comment est-ce qu'on acquiert cette autorité. On va parler de plein de sujets, puisqu'on va parler d'anarchisme, de communisme, de syndicalisme, de BDM, de travail. Je suis ravie de t'accueillir, Marie. Moi aussi. Alors, du coup, pour te présenter un petit peu, ça te va si je dis 2-3 éléments Bien sûr. qui te correspondent? Alors, toi, ça fait plus de 15 ans que tu es dominatrice professionnelle et tu as fondé l'École des Arts Sadiens. Tu as également écrit un livre aux éditions Anne Carrière qui s'appelle Kink, Manuel des sexualités créatives. Tu as fondé l'Hérosticratie, tu es membre fondatrice de l'Hérosticratie, qui est encore aujourd'hui le collectif qui organise Hérosphère, le festival des créatives. Et tu as fondé le Kink Study il y a 1 an maintenant, Exact. en 2025. Oui, cofondatrice du Kink Study. Voilà. Et seule rescapée. Et seule rescapée. Et alors, le Kink Study, c'est la première école en Europe créative. Europe, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la En France. première école Ouais. en France et peut-être en Europe. Ouais. Et on utilise les mêmes codes que l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'on suit les périodes scolaires, il y a des conseils de classe, il y a une attestation de suivi de cours qu'on appelle diplôme, mais c'est pas du tout un diplôme, c'est une attestation de suivi de cours et même pas une attestation de compétences. Et puis on a des sélections d'entrée, on a des promotions avec des week-ends d'intégration, on a un gala de l'école. Wow. Et c'est important en fait en matière d'éducation d'utiliser des codes qui soient rassurants et qui permettent aux gens de savoir où ils tombent et qu'ils soient convaincus en fait du sérieux de la formation, des informations qu'on délivre. Oui, ok. Et alors, petit exclu, parce que tu m'as dit ça hors champ, mais le Kink Study va bientôt évoluer. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, le Kink Study va disparaître. D'accord. Et vient à sa place la station d'essence, qui est une association qui vient gérer l'espace du 64 boulevard de Sébastopol. Et à l'intérieur, tu vas trouver toujours le café associatif, mais aussi un dépôt-vente d'objets et de vêtements de fête. D'accord. C'est joliment dit. Mais oui, c'est bien dit. Oui, c'est très bien dit. D'accessoires et de vêtements de fête. D'accord. Et puis aussi toujours le social club, c'est-à-dire des propositions d'événements culturels, politiques, militants, logiques, universitaires, etc., qui traitent et des intimités. Et toujours à l'intérieur de cet espace, il y aura encore et toujours l'école des Arts Sadiens, mais aussi d'autres structures comme l'Hérosticratie ou l'Obsidienne ou d'autres qui viennent organiser leurs événements parce que en fait, quand tu es un acteur ou une actrice de ce type de secteur d'activité, c'est pas évident de trouver un lieu qui soit d'accord pour t'accueillir, pour accueillir ton événement ou ta proposition. J'imagine. Voilà. Et donc nous, s'il y a des gens qui se reconnaissent et qui ont envie d'organiser des événements, eh bien qu'ils viennent donc à la station d'essence, puisque ça va être son nom. On va écouter et je pense qu'on dit oui assez facilement à partir du moment où ça rentre dans la direction artistique, éthique de ce qui est proposé. Et en plus, on a des box. Alors, box, c'est peut-être pas le bon terme. Peut-être cabinet, plutôt cabinet. Les coachs, les masseurs, pour qu'ils puissent recevoir leur patientèle, leur clientèle. Voilà, donc c'est vraiment un lieu... c'est un lieu qui traite des questions d'intimité sous tous ses aspects. Donc aussi bien logique, thérapeutique, artistique, militant, politique. C'est vraiment un lieu qu'on souhaite être le carrefour. D'accord. Et j'emprunte le terme à Mitsuko. D'accord. Ok. Oui, il y a beaucoup de... Tu as reçu beaucoup de monde au Kink Study, bientôt la station d'essence. Je crois savoir qu'il y a Maya Mazorette qui est venue chez vous. Oui, tout à fait. Ok, génial.
Okay. Oui, on a, je ne sais pas combien d'événements on a organisés, mais il faut savoir qu'on était à peu près à 3-4, même 3-4-5 par semaine. Ah oui, c'est beaucoup. C'est trop. C'est beaucoup trop. Ok. Oui. Ok, 3-4 événements par semaine. Ouais. Mais alors attends, parce que j'ai plein de questions. Tout arrive en même temps. Mais alors, première question, toi, tu m'avais dit, tu souhaitais vraiment, que tu avais une préférence pour qu'on balaye cette interview sur le fait que tu es donc sur ton métier, donc tu es dominatrice professionnelle et tu l'as dit toi-même, tenancière du King Study. Mm-hmm. Est-ce que c'est approprié comme... Je ne sais pas si le mot tenancière est approprié, étant donné, j'ai envie de dire, l'ambiance sociétale. En tout cas, je suis à la tête. À la tête du King Study, c'est plus... De la station d'essence, oui. De l'école des Arsadiens et de la société qui gère tout ça. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Mais c'est en cours d'évolution, tu l'as dit, c'est-à-dire que l'école des Arsadiens, même si je vais avoir encore un pied dedans, je délègue en fait l'école des Arsadiens à d'autres personnes et notamment à des professeurs comme Juan Carlos ou Master Geno et d'autres qui vont reprendre la gouvernance de l'école. D'accord. La station d'essence, je ne suis évidemment pas seule sur le sujet. Je travaille avec Will du Bruit dans la cage, Maggie, encore Master Geno et Samoa. D'accord. Et Sérotonine qui est la structure qui loue aussi bien à la station d'essence qu'à l'école des Arsadiens, qu'à l'Obsidienne, qu'à l'Hérosticratie. Et là, je suis aussi en train de constituer une équipe. Donc, il y a 3 activités. C'est extrêmement lourd et extrêmement fatigant. Ouais. Ok. Oui. C'est pour ça que je te disais en introduction, je suis rescapée. Parce que c'est très lourd. Ok. Et que là, je suis en cours de réorganisation, mais je ne me réorganise pas seule. Je suis beaucoup aidée, notamment par Diane de Séléné et par d'autres aussi. Et quelque part, cette évolution, ce passage du King Study à ces structures dont je t'ai parlé, pour moi, c'est naturel. Oui. Parce que j'ai toujours travaillé dans le collectif. Oui. L'Hérosticratie, c'était une association avec des statuts bien particuliers parce qu'on s'inspirait des statuts de la ville libre de Christiania au Danemark, qui est fondée sur l'unanimité pour la prise de décision. Ok. Et ça, c'était important. Moi, j'ai toujours eu un positionnement politique qui était dans le partage et dans la responsabilité collective. Et aujourd'hui, en fait, le fait de restructurer en association et de travailler dans le collectif, c'est vraiment beaucoup plus proche de mes idées. D'accord. Parce que derrière mes activités, il y a avant tout une idée politique qui est toujours liée au changement d'immunité créative. Ouais. Ça, c'est important pour moi. Oui. Et puis aussi à la collégialité des décisions. Oui. Et des gens qui travaillent avec moi aussi. J'ai travaillé en collectif justement parce que je trouve qu'ensemble, alors on est plus fort, on va moins vite, mais on va plus loin. Oui, bien sûr. Et seul, on s'épuise. Et c'est exactement ce que... Alors même si j'étais pas seule, je travaillais avec Gabriel de Vous Monsieur, mais c'est épuisant en fait. Oui, à deux. Et puis je trouve que les décisions, elles sont moins riches parce que c'est 2 points de vue qui se confrontent, alors que dès lors qu'on est au moins 3, 4, 5, 6, il y a différents points de vue qui s'expriment et la décision qui en résulte est à mon sens meilleure. Plus éclairée, ouais. Et elle prend en compte en fait différents aspects, ce qui n'est pas vrai en fait si on est sur un processus de décision qui est solitaire ou autorité. D'accord, alors oui, on peut basculer sur le sujet autorité qui, je te l'avais dit en préparant cette interview, moi il y a un vrai sujet à mon sens sur le fait d'être autoritaire et le fait de poser une posture d'autorité. Est-ce que toi tu fais une différence entre les deux? Tu m'en parlais un petit peu hors champ, mais je veux bien que tu m'en dises plus. Comment est-ce que tu vois tout ça? Parce que tu as un personnage professionnel qui est très autoritaire. Qui a l'air très autoritaire, oui.
Et du coup, c'est quelque chose que tu as construit avec le temps, j'imagine. Comment est-ce que tu as construit ça ? Et enfin, ouais, voilà, j'étais très curieuse de ça, en fait. Ok. Bon, on va reprendre sur la création des personnages. On va commencer par là, si tu es d'accord. Ça marche. Dans le champ est arrivé, lorsque l'Hérosticratie a été créée avec Charlie Oscar, un personnage qui était Marie de l'Hérosticratie. Ouais. Et ce personnage, en fait, c'était un personnage que je voyais très fort, très libre, à la différence de ce que je pensais être. C'est difficile de parler de moi sans donner mon identité civile, mais je ne veux pas donner mon identité civile. Donc, je vais donner une fausse identité civile. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Josette ? Ghislaine. Allez, Ghislaine. Allez, Ghislaine. Et donc, je n'aimais pas trop cette personne, Ghislaine, que je trouvais assez faible, qui n'avait pas de certitude, qui n'avait pas d'assurance, qui n'avait pas de confiance. Et Marie est arrivée, et parce que de toute façon, quand on évolue dans le monde créative, moi je conseille toujours d'évoluer dans ce monde-là avec un pseudo. Oui. Parce qu'on se protège. Totalement. On se protège, et puis parce que ça facilite aussi le développement et l'incarnation de personnages. Et donc quand on est dans le monde créative, particulièrement, c'est sûr que de donner un nom à son alter ego, c'est beaucoup plus facile pour l'incarner. Oui. D'où la naissance de Marie de l'Hérosticratie. D'accord. Oui, puis on se permet beaucoup plus de choses aussi, parce qu'on a cette espèce de masque, j'imagine, qui nous autorise à faire des choses qu'on ne ferait pas d'habitude. Exactement. Sans craindre de choquer ou de ne pas convenir à des attentes qu'on aurait dans notre vie. Lambda, quoi. Ok. C'est exactement ça. Ça évite les biais cognitifs, notamment dans cet univers-là où ce que je dis, c'est souvent nos défauts. Alors moi, je sais que j'ai des capacités d'humiliation que j'ai acquises, mais depuis des générations. Oui. D'humiliation, tu veux dire d'humilier des gens ? Oui. Enfin, c'est un talent. Hein. Oui. J'adore. C'est un talent qui doit venir de quelque part. Le sadisme et tout ça, c'est pas des choses qui, dans la société civile, sont valorisées. Ah bon ? Non, non, tu ne peux pas gifler ton responsable hiérarchique en lui disant « Ah, j'avais envie ». C'est pas possible. Et pourtant. Oui. Mais il faut demander l'avis. Ce qui est vrai aussi, pour le reste, dans l'autre créative. Mais pour faire monter, en fait, ces qualités, ces défauts qui deviennent des qualités dans le monde par l'actualité créative, c'est vrai que c'est plus facile d'avoir un autre nom. Ok. Parce qu'on s'autorise et on va s'autoriser des choses qu'on ne s'autorise pas. Donc Marie de l'Hérosticratie est née. Ensuite, comme je me suis lancée dans la domination professionnelle, donc j'ai créé un nouveau personnage qui s'appelle Axel de Sade. Oui. Et ce personnage, il était important de le distinguer de Marie de l'Hérosticratie, qui travaillait dans l'associatif et qui produisait des événements d'actualité créative, d'Axel de Sade, qui était dominatrice professionnelle, parce que je ne voulais pas mettre en danger les personnes qui travaillaient dans l'association, parce que on n'est pas à l'abri d'une poursuite des pouvoirs publics pour X ou Y raison, oui. Et notamment pour le fait de vous êtes ailleurs, vous travaillez dans cet univers-là, vous communiquez autour de cet événement et par ricochet, ça vous fait de la pub. D'accord. Et je voulais... et ça, c'est interdit. On n'a pas le droit de faire de la pub quand on est travailleur ou sexe. Ah ben, on a le droit de rien. Oui, oui, je crois même d'avoir un compte en banque, c'est pas autorisé. Alors, c'est très très flou, c'est-à-dire qu'on a le droit. Oui. La législation nous dit que nous avons le droit. Oui. Mais nous n'avons pas le droit de recevoir des clients, donc de faire du chiffre d'affaires. Tu vois, oui, c'est effectivement... Ouais. J'ai pas encore résolu la question. Le Conseil d'État, si tu nous entends, essaye de nous aiguiller, nous ne savons pas. Que le Conseil d'État écoute Comme Flow, c'est d'ailleurs un de mes auditeurs réguliers. Donc, sois sans crainte, tu pourras... Voilà, c'est transmis. Ok. Donc voilà, le personnage d'Axel de Sade est né en fait de ce nouveau métier. Oui. Et puis ensuite, quand je me suis éloignée de l'Hérosticratie pour créer d'autres choses comme les subspace et jeux grandeur nature, etc., oui.
j'ai estimé que c'était mieux de ne plus s'appeler Marie de l'Hérosticratie. D'accord. Pour bien couper, signifier la coupure. Et donc d'utiliser un nouveau pseudo qui est l'Albatrice. D'accord. Voilà. Et c'est venu comment l'Albatrice ? Alors l'Albatrice, c'est venu d'un poème. Alors je crois que c'est Charles Baudelaire qui a écrit. C'est l'Albatros. Oui, c'est l'Albatros. Cet oiseau en fait qui est maladroit au sol et qui devient majestueux quand il est dans les airs. C'est un peu, je trouve, ce que je suis, c'est-à-dire très maladroite dans la société civile et beaucoup plus à l'aise dans les mondes alternatifs. D'accord. Au-delà de ça, c'est aussi l'Albatrice, ça vient aussi d'Albator. Oui. Le personnage, le dessin animé que j'aime beaucoup, ce pirate un peu seul et surtout avec des cicatrices. Oui. Et comme j'ai eu un cancer avec une ablation du sein, donc j'ai toujours d'ailleurs cette cicatrice qui vient scier ma poitrine que j'ai fait refaire en volume, mais absolument pas sur l'esthétique. Donc, j'ai un sein sans téton. D'accord. Voilà. C'est une spécificité. Je suis très facile à reconnaître. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai eu cet autre pseudo qui est l'Albatrice. Ok. Donc, je me promène entre trois personnages. J'ai eu aussi Lix, qui était un personnage que j'ai créé quand j'ai été malade avec le cancer, où j'étais chauve, imberbe, et puis avec un seul sein. Et donc là, j'ai exploré avec cet alter ego, j'ai exploré le non-genré. Oui. Puisque j'étais tout le temps habillée en costume, cravate, chauve, t'imagines, avec du rouge à lèvres, des talons. Ok. Et puis un binder. Non, un binder. Ouais, voilà. Sur les seins pour être plate. Enfin, c'était pas difficile d'un côté plus de l'autre. Et à travers ça, donc j'ai exploré cette non-binarité et accessoirement, j'ai fait un petit peu de drag king. Ok. Ah, génial. Voilà. Ok. Et donc, plusieurs personnages. Et maintenant, depuis quelque temps, je réintègre donc Ghislaine. D'accord. Parce que je crois que j'ai atteint un stade de... Je l'évite, d'ailleurs, comme on a fait tout à l'heure. D'accord, ok. Non, je crois que j'ai passé un cap avec certaines décennies. Et je me sens... Je pense qu'il a, à un moment donné, j'ai fait la paix avec mon identité civile, avec Ghislaine, et j'ai appris à l'aimer. Parce qu'en fait, au final, je crois que je n'aimais pas trop cette personne-là. D'accord. Et mon chemin a fait que aujourd'hui... ça t'a permis d'arriver à ça. Ouais. Aujourd'hui, je m'aime mieux. D'accord. Donc, si je comprends bien, merci de me partager tout ça. C'est très beau. Si je comprends bien, il y a un vrai parcours d'exploration avec plusieurs personnages où tu t'es vraiment autorisée en fait dans ta sphère professionnelle. Du coup, j'allais dire intime, mais enfin. Oui. Bon, là, on est au carrefour de. mais professionnel et professionnel et intime. Et intime aussi, puisque les explorations, avant d'être dans le métier de la domination professionnelle, j'ai évolué dans cet univers-là. Et je continue de toute façon à évoluer dans cet univers-là. Et ce que je fais, il y a des choses que je fais uniquement dans un contexte professionnel, il y a des choses que je fais uniquement dans un contexte intime, mais l'un va nourrir l'autre. Et l'un a une influence sur l'autre. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que travailler dans cet univers-là, professionnellement, c'est extrêmement enrichissant. C'est, je trouve, valorisant. Oui. Pas pour tout le monde, mais ça l'est. Mais il y a un coût qui est très élevé socialement. Oui, j'imagine. Socialement et personnellement aussi. Oui. D'accord. Je trouve ça hyper intéressant, la façon dont, finalement, en t'autorisant à incarner tous ces personnages, tu as pu, en fait, construire quelque chose qui, au final, t'a donné une énorme confiance... beaucoup plus de confiance, en tout cas. Pas énorme, mais plus. Je partais de pas loin, bon là, mieux. Ok, d'accord, parce qu'à la base... Est-ce qu'on peut parler de ce que tu faisais avant ? Oui. Parce que toi, avant, tu étais membre d'un cabinet d'audit conseil. Donc vraiment aux antipodes de ce que tu fais aujourd'hui. Moi, je fais quand même de l'audit et du conseil. Dans un autre domaine. Mais effectivement, j'ai commencé ma carrière. Alors moi,
En fait, pour la retracer assez rapidement, donc moi j'ai fait des études de droit parce que je voulais être commissaire de police. Comme j'entends pas... Ah, il y avait une petite idée quand même non, une grosse idée. Ah, une grosse idée. Moi, je me suis préparée à être dans la police, en fait. Ok. Et toute petite. Mais Agatha Christie n'avait pas de secret pour moi. Stéphane Bourgoin sur les tueurs en série, pas de secret pour moi. Je voulais être profiler pour tueurs en série. Ok. Tu vois. Je n'entends pas d'une oreille, c'est éliminatoire. Voilà. C'est quelque chose qu'on a en commun d'ailleurs. Ouais. Donc tu peux pas faire tout ce que tu veux. Non. Tu peux pas être flic. Tu peux pas être flic, tu peux pas être soldat. Non. Tu peux pas entrer à la marine, c'est pareil. T'as essayé aussi? J'ai essayé. Non mais sans rire. Ouais. Enfin, pendant mes études, j'ai eu la possibilité de faire un stage, un peu de petit séminaire immersion, survivalisme, etc. en forêt, tu vois. Et j'ai été refusée, catégorique. Non. Imaginez que vous soyez sur un stand de tir. Si vous entendez pas un ordre, ça peut être... Enfin, en soi, ils ont raison. Ah bah oui. Moi, tout vient à droite. Donc voilà. C'est ça, l'appareil. Tiens, je t'ai fait un truc là. Ah oui. Voilà. C'est pas grave. Tout vient à droite. Tu nous sens. Tout vient à droite, ça, c'est sûr. Bah, moi, j'entends tout à gauche, mais j'entends rien à droite. Ok. Donc, on est complémentaires, en fait. À nous deux, on a une audition parfaite, en fait, Marie. Exactement. C'est formidable. On s'appellera pour... Du coup, je sais de quelle oreille tu me réponds. Et toi aussi, maintenant. Ouais. Et donc, à partir de là, je me suis dit, tiens, je vais faire des ressources humaines parce que les entretiens de recrutement, c'est comme des auditions, tu vois. Pas du tout. Quelle erreur! Qu'est-ce qui était différent, du coup? Alors, en plus, je me suis fourvoyée parce que je me suis dit, je vais travailler dans les ressources humaines pour travailler au bien-être et au mieux-être du salarié. Ça a été vraiment ma pensée. Ouais. D'ailleurs, mon mémoire de fin d'études, je l'ai fait sur l'entreprise citoyenne au Centre des jeunes dirigeants de l'économie sociale. D'accord. Avec vraiment l'idée de tu es dans une entreprise citoyenne. Et donc, tu vas mieux travailler et tu vas être beaucoup plus épanoui. D'accord. Et c'est ce qui va aider au développement. Oui. Voilà. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ah bon, ça n'existe pas du tout? Si. Mais le problème, c'est que c'est pas des sociétés qui sont mises en exergue dans l'actualité. Non. Mais par exemple, la Musardine est une coopérative. Les chèques déjeuner sont des coopératives. Oui. Enfin, il y a des structures qui existent et qui sont des coopératives. Ceux qui ont repris le thé éléphant, c'est une coopérative. D'accord. Mais à partir du moment où c'est devenu une coopérative, ils n'ont plus eu accès aux grands distributeurs. Et c'est pareil pour les montres libres, c'était aussi des coopératives. Mais il y a une sorte, j'ai l'impression, d'entente du monde capitaliste qui ne favorise pas en fait l'émergence de ce type de coopératives. Ce en quoi je crois profondément.